chers internautes, et surtout merci pour votre fidélité. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, votre chaîne YouTube Théouti Sekem. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vous concerne et qui nous concerne également, qui parle de tellement de choses. Alors, allons-y. Aucun mouvement révolutionnaire n'a jamais et ne pourra réussir tant que ses partisans sont divisés autour des intérêts, bien sûr, et des visions hétéroclites. C'est ainsi que le mouvement Kamit, qui se veut un mouvement révolutionnaire et qui prétend réussir, où le panafricanisme, il faut le dire ainsi, a échoué, rencontre les mêmes difficultés, les divisions internes. C'est la raison pour laquelle nous allons aborder ce thème qui s'intitule « Les Kamites restent-ils tant divisés ?» Pourquoi les Kamites restent-ils tant divisés? Puisqu'il s'agit des Kamites, nous serons entourés, bien sûr, de frères Thoth. On va disséquer, on va parler de fond en comble. Pourquoi est-ce que les Kamites sont-ils ou bien restent-ils tant divisés? Et pour avoir plus d'informations, nous allons nous appesantir sur déjà les Kamites. Qui sont-ils? Il faut le savoir d'abord. Et comment est-ce que le mouvement est-il né? Les objectifs, les missions et d'où viennent les difficultés que ce peuple rencontre. Alors, restez scotchés parce que tout à l'heure, ça va prendre feu, ça va déménager. Sur notre chaîne YouTube, votre chaîne également, Théouti Sekem. On parle en ce jour d'un thème aussi très succulent, un thème qui vous concerne, qui nous concerne également. Il s'agit, chers internautes, de pourquoi les Kamites sont-ils tant divisés? Pourquoi les Kamites sont-ils tant divisés? Il faut dire ainsi que les Kamites, c'est un mouvement révolutionnaire. Et pour avoir plus d'informations sur ce mouvement révolutionnaire et savoir qui sont-ils vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait, les objectifs et les missions, pourquoi sont-ils arrivés à la division, nous sommes entourés ce matin de frères Thoth. On va sans doute dire en bolo, on dira bonjour ou bien Otep, on fait référence à notre peuple de l'autre côté du sud Cameroun. Otep, ma soeur Marat Kumba. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Maman commune de sœur, Nina Motan, Nina Misseminasi, Nina Bonyuti. Bonjour. Bonjour et surtout bienvenue, frère Thoth. En ce jour, nous parlons de la division. Ce peuple révolutionnaire, qui sont-ils vraiment? Bon, les Kamites, déjà il faut définir le concept Kamite. Oui. Kamite est un adjectif qui qualifie une expression égyptienne qui désignait le peuple noir. Donc quand on dit Kemet ou Kamita, Oui. ou Kamata, ça désigne le nom d'un territoire habité par un peuple. Et il s'agit de l'Afrique, le continent africain. Généralement, les gens ont l'habitude de dire que Kemet, c'est le nom de l'Égypte. Kemet, c'est pas le nom de l'Égypte. L'Égypte s'appelait Tameri. Donc, vous allez entendre dans plusieurs plateformes Kamites. On va dire que quand on était à Kemet, qu'est-ce qu'ils entendent par quand on était à Kemet? Ils veulent dire quand on était en Égypte. Alors que, au lieu de dire quand on était à Kemet, ils devraient dire quand on était à Tameri, la terre bien-aimée. Et la terre nubienne s'appelait Tasseti, la terre des archers, c'est-à-dire des guerriers. Et l'Afrique interne s'appelait Tonetcher. Mais toute l'Afrique habitée par le peuple noir s'appelait Kemet ou Kamita. Donc Kemet n'est pas réduit à l'Égypte là-bas. Et de l'autre côté, il y a aussi des égyptologues occidentaux qui disent que le nom Kemet vient du fait que, comme la terre d'Égypte est au bord du Nil, et il y a le limon du Nil a donné une terre noire, et que c'est suite à cette terre noire que le nom de Kemet est sorti. Ce qui est faux. Toute la terre d'Égypte, de l'Égypte traditionnelle, l'Égypte antique, n'était pas noire. Il y avait des endroits où il y avait la terre rouge, il y avait des endroits où il y avait la terre noire.
Et il y avait des endroits où il y avait d'autres types de terres. Donc, le territoire égyptien ne revêt pas le nom Kemet. Le territoire égyptien, depuis l'Égypte pharaonique, il s'appelait Tameri. Et ça, c'est ce que beaucoup de Kémétes doivent retenir. Maintenant, les Kamites, maintenant, c'est tout ce qui se réclame d'abord de la terre africaine en tant que peuple noir. Et nous entendons ici, par peuple noir, tous ceux qui ont une bonne dose de mélanine. Ça ne veut pas dire que tous les noirs sont noirs. Mahat Ongba n'a pas un teint noir, mais elle a les cheveux crépus. Et puis, elle a une bonne dose de mélanine qui diffère des peuples caucasiens. Donc, c'est le taux de mélanine qui caractérise le peuple. Il y a d'abord la terre, c'est-à-dire les originaires de cette terre, les premiers habitants de cette terre, la terre africaine. Ce sont des Kamites. Deuxièmement, ils sont caractérisés par un taux de mélanine élevé. Et au niveau du phénotype, on voit des cheveux crépus. Et de temps en temps, il y en a aussi qui sont bruns, comme notre sœur qui est brune. Et il y a d'autres qui sont noirs. Donc, quand on dit le peuple Kamite, il s'agit du peuple originaire de la terre africaine et qui est caractérisé par un certain type de phénotype. Bon, au-delà de ça, il y a les langues, la question des langues, les langues négro-africaines, qui ont une caractéristique propre, c'est qu'elles se rejoignent autour d'une même racine. Et justement, c'est une langue commune. Il y a beaucoup de mots communs qu'on retrouve dans les peuples. Par exemple, si on prend l'exemple du Cameroun, qui a plusieurs ethnies. Oui. Quand, par exemple, le Bamileke dit Ngop, c'est exactement ce que moi, le Béti dit. Je dis en dit Ngop. Quand le Bamileke dit Ndap, moi, je dis Nda. Le Bassa, qui est à côté de chez nous ici, dit Ndap. Donc, on retrouve beaucoup de similitudes dans nos langues et cela montre que cette langue est plus anciennement originelle d'une seule langue. Ces multiples langues sont plus anciennement originelles d'une seule langue. Et c'est d'ailleurs ce qui a été codifié par l'écriture hiéroglyphique, qui est une systématisation des langues négro-africaines. Ça a été un travail merveilleux réalisé par les scribes, les grands savants de l'Égypte pharaonique. Parce qu'il faut rappeler qu'à la base, il y a 42 noms. Et ces 42 noms vont fusionner pour former un seul territoire nommé Tameri, qui sera donc gouverné par le Neb Nesut Tawi, c'est-à-dire le maître roi des deux terres. Voilà, qui est donc celui qu'on appellera vulgairement Pharaon. Et donc, nous avons parlé du territoire, nous avons parlé du phénotype, nous avons parlé de la langue. Et on établit donc justement le rapport entre l'Égypte pharaonique et les peuples de l'Afrique noire actuelle via le phénomène linguistique. D'abord, le phénomène territorial, comme nous l'avons dit. Oui, oui. Tous ces territoires se retrouvent en terre africaine. Deuxièmement, le phénotype des pharaons. Quand on voit sur les fresques égyptiennes, on voit des noirs avec des cheveux crépus. Les premiers pharaons d'Égypte qui ont bâti les pyramides étaient tous des noirs. Ils ne venaient ni d'Orient, ni d'Asie, ni d'Occident. Ils venaient de la terre africaine. Et d'ailleurs, ils s'identifiaient en disant que leurs ancêtres viennent du sud, Nissout, là où on cultive le coton. Voilà. Donc, parce que Sout, c'est le coton. Voilà. Et puis, on se rappelle de l'expédition de plusieurs pharaons, notamment depuis l'Ancien Empire jusqu'au Nouvel Empire. La dernière expédition, je crois, c'était celle d'Hatchepsout, sur la terre de Pounet, donc en frontière avec le territoire du Congo. Là, on se localise entre le Rwanda, le Burundi et le sud de l'Éthiopie jusqu'à frontière avec le Congo. Elle est donc le Grand Congo, bien évidemment, parce que en fait, le Grand Congo, c'était tous ces territoires-là. C'est après que le Congo a été divisé, l'Angola se retrouve là-bas, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, etc., etc. Donc, il y a eu cette expédition en terre pour venir rencontrer leurs ancêtres, leurs aînés de l'Interland. Et d'ailleurs, on voit aussi sur les fresques égyptiennes beaucoup de pygmées. Il y a même une divinité pygmée, Baka, qui s'appelle Bessi. Et chez nous, on a les Bassa. Bessi, chez nous, ça veut dire ajouter à ce que tu as, pour que ce que tu as qui dort en toi puisse s'éveiller
et que tu deviennes un visionnaire, un illuminé entre guillemets. Et donc ce sont ces Baka qui initiaient les pharaons. D'ailleurs, on a eu le nom d'un prince égyptien nommé Baka, qui était fils du pharaon Djedefre. Et on a eu des pharaons qui s'appelaient Kaba. Donc, on a eu des pharaons qui s'appelaient Meni, c'est-à-dire je suis, tel que le pharaon Namer. On a eu des pharaons qui s'appelaient Muntu, Muntu Hotep. Donc, dans Muntu, on a déjà la langue au Congo qui apparaît dans ça. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'était des Noirs qui ont donc bâti cette grande civilisation. Mais ces Noirs eux-mêmes partaient de Nubie. Hein? Donc, c'est à partir de la première civilisation qui est nubienne que la civilisation égyptienne a été bâtie. Au niveau donc du phénotype, on trouve la parenté entre les premiers souverains de l'Égypte jusqu'à la chute même de l'Égypte. On ne peut pas mentionner le règne des Ptolémées comme quelque chose de sérieux dans l'histoire de l'Égypte. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire de l'Égypte, mais là, l'Égypte a déjà perdu ses fondamentaux en ce qui concerne la vision du monde. À cette période, l'Égypte entre dans un système syncrétique où on trouvait déjà des noms des égrégores tels que Hor, Apollon, Zeus, Amon, les choses comme Thoth, Hermès, Trismégis, ou des choses comme, que sais-je encore, Hor, Apollon, des choses comme ça. Donc, ce syncrétisme montre effectivement l'hybridité d'une culture qui est en perte de vitesse et d'affirmation de soi. Donc, nous étions en train de dire que les Afriques de la terre, les Noirs de la terre africaine interne sont les ancêtres des anciens Égyptiens. Et lorsque l'Égypte tombe, tous les grands prêtres qui y étaient, certains sont allés en Asie, hein, en Inde, mais la grande majorité rentrait au cœur de l'Afrique. Et ce sont eux, ces grands prêtres-là, qui ont créé donc des groupes initiatiques tels que le Vaudou au Bénin, tels que le Mbok, le Mbon, le Movungu, le Kor, le Lakam, etc. Ici au Cameroun, tels que les confréries des léopards au Congo et le Como au Mali. Et tous ces groupes initiatiques qu'on retrouve actuellement en Afrique, on trouve beaucoup de similitudes sur le plan rituelique entre ce que disent les textes sacrés rédigés par nos ancêtres, les prêtres égyptiens, et les rites initiatiques qui sont en train de se pratiquer au cœur de nos confréries, au cœur de nos groupes initiatiques de l'Afrique noire actuelle. Donc, on trouve déjà que les Kemtu se revendiquent de la terre africaine. Ils se revendiquent d'une langue commune. Ils se revendiquent d'une écriture hiéroglyphique qui est le compte rendu d'une codification de toutes les langues négro-africaines. Ils se revendiquent d'un phénotype spécifique, identique au phénotype des premiers Égyptiens, les bâtisseurs des pyramides. Ils s'identifient aussi à un mode de vie, à une vision du monde. Laquelle vision du monde est bâtie sur la Mad et sur les 42 lois de la Mad. Donc, le respect des aînés, le garder les eaux pures, ne pas détruire la nature, ne pas uriner face au soleil, ne pas, etc. Il y a toute une codification des lois qui constitue donc la vision du monde propre au peuple qu'on appelle le peuple kamite. Donc nous reprenons, il y a la terre qui leur est commune, il y a le phénotype qui leur est commun, il y a la langue qui est originaire d'une même source et cette langue a été codifiée par l'écriture hiéroglyphique. Il y a la vision du monde. Il y a la vision du monde qui est donc résumée dans les 42 lois de Maat et dans les codes sapientiaux de notre sagesse traditionnelle, tels que ces codes nous ont été véhiculés depuis notre prime enfance. Et il y a maintenant une spiritualité, au-delà de la vision du monde, il y a une spiritualité qui nous est commune. Mais actuellement, nous rencontrons par-ci, par-là, des groupes initiatiques ou des confréries initiatiques qui présentent certaines divergences, mais apparentes, mais au fond, c'est le fond qui est le même. Premièrement, la spiritualité africaine est fondamentalement
basé sur la connaissance de soi-même, la connaissance de la nature, la connaissance de l'univers. La spiritualité africaine n'est pas basée sur la foi ou sur la croyance. C'est basé sur une connaissance codifiée à travers des séquences ritueliques, à travers d'abord un savoir qui est transmis, soit de manière orale, symbolique, ou de manière écrite aux apprenants, et à travers une séquence de rituels qui partent d'une étape préliminaire vers le parachèvement de ce qu'on appelle l'initiation. Et donc, nous voyons même au niveau des danses qu'on voit par exemple dans le clip d'Angélique Kidjo, Agoro, dans le clip Agoro, ce sont les mêmes danses que quand moi je vais chez les Baka, chez les Pygmées. C'est les mêmes danses que j'observe là-bas. Ce sont les mêmes danses qu'on observe même chez nous, les Bétis ici. Ce sont les mêmes danses qu'on observe au Congo. Donc, il y a cette similitude au niveau des rites, des danses ritueliques. Il y a toujours le feu qui intervient. Il y a toujours l'eau. Il y a les plantes, les encens. C'est des choses communes. Et la plume qui est portée par les grands chefs, les grands initiés sur la tête. Bon, je n'ai pas porté mon chapeau aujourd'hui, donc les gens ont l'habitude de me voir avec. Et la canne, la peau de panthère, le balai, la chasse-mouche, oui. Voilà, etc., etc. Donc on retrouve les mêmes artefacts depuis l'Égypte pharaonique, partant même déjà de l'Afrique interne, qui a précédé la civilisation nubienne et égyptienne. Et on retrouve donc sur les fresques égyptiennes la même typologie de vestimentaire et je veux dire des mêmes parures initiatiques qu'on observe aujourd'hui chez les initiés à l'intérieur de l'Afrique. Donc, les Kamites donc, sont ceux qui se revendiquent être les premiers bâtisseurs de toutes les anciennes civilisations, notamment la civilisation nubo-égyptienne, la civilisation sumérienne, la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa, la civilisation de la vallée du Xinjiang et la civilisation des Amérindiens. Par conséquent, ils se revendiquent du premier patrimoine civilisationnel, ils se revendiquent de la première science initiée, les premières traces de la science, notamment en chimie, en physique, en mathématiques, en astronomie. Le premier calendrier est élaboré par nous, etc., etc. Donc les Kamites se revendiquent de ce patrimoine culturel depuis la haute antiquité nubo-égyptienne, sumérienne, indienne, au niveau de la civilisation indienne primitive, initiée par les Dravidiens, dont la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa, notamment la doctrine de Shiva, la doctrine de Siddhartha Gautama et la doctrine du Samkhya et du jaïnisme, et sans oublier le yoga. D'ailleurs, Shiva, c'est lui l'initiateur du yoga, etc., etc. Nous nous revendiquons de ce que a enseigné Fuyi Foe Po en Chine et qu'a poursuivi en termes d'enseignement Lao Tzu, notamment le taoïsme. Donc, la doctrine, l'enseignement reposant sur le yin et le yang, y compris les mystères du Yiking. Nous nous revendiquons aussi de la spiritualité sumérienne originelle, basée sur la langue féminine qu'on appelait les Megir, autant pour moi les Messal, c'est-à-dire la langue féminine, qui résumait les chants ritueliques, les hymnes théogoniques, etc., etc. Et nous nous revendiquons donc du panthéon sumérien, qui est constitué de Anu, Enil, Enki, Aya, etc., etc. Nous nous revendiquons aussi de ce patrimoine. Mais nous nous concentrons d'abord sur ce qui nous est propre en terre africaine, notamment l'héritage civilisationnel de l'Égypte pharaonique. Nous nous appuyons donc sur les travaux scientifiques, les travaux monumentaux, c'est-à-dire l'architecture monumentale, et les textes sacrés. Parmi ces textes sacrés, nous avons les textes des Mastaba qui ont commencé à être rédigés autour de 2850 avant l'ère actuelle. Ensuite, les textes des pyramides qui ont été gravés pour la première fois dans la tombe de Unassé, autour de 2350 avant l'ère actuelle. Et les textes des sarcophages qui ont commencé à être rédigés
qui sont la suite des textes des pyramides, mais un approfondissement avec quelques légères modifications. Modifications dues parfois à l'introduction de certaines choses qui ne caddaient pas, parce que quand il y a eu crise, après la crise de l'Ancien Empire, qui a eu lieu autour de 2100 avant l'ère actuelle, lorsque les Nubiens sont revenus prendre le pouvoir à travers les Imana Emhat, les Muntu Hotep et tous ces gens-là, et ils ont donc réintroduit, ils n'ont pas modifié, ils ont restructuré les textes en accord avec la pensée africaine orthodoxe. Parce qu'à un certain moment, il y a les pharaons de la 6e dynastie qui ont voulu commencer à dévier, qui ont même dévié en fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu cette guerre civile. Suite à cet épisode, donc, les Nubiens qui ont repris le pouvoir ont donc dépouillé les textes de cette mauvaise teinture héritée de la 6e dynastie, mais ils ont gardé la structure authentique telle que on la retrouve dans la pyramide de Unasi, le dernier pharaon de la 5e dynastie. Donc, les textes des sarcophages commencent donc à être produits autour de 1900 avant l'ère actuelle. Et plus tard, les textes de ce qu'on appelle aujourd'hui le livre des morts des anciens Égyptiens, et que les pharaons eux-mêmes appelaient Raounu Peret Mheru ou bien Tamedjat Peridouat, c'est-à-dire formule sacrée pour sortir à la lumière, c'est-à-dire pour devenir immortel. Voilà. Et l'autre là a commencé à être rédigé autour de 1800, 1700 avant l'ère actuelle. Et donc, tout ce corpus de textes constitue donc ce qu'on appelle le recueil de nos textes sacrés, qui mérite d'être exploré par tout Africain. Et par conséquent, les Kamites donc sont ceux qui se revendiquent de ces textes-là. Par conséquent, tous ceux qui disent qu'ils sont des Kamites disent Imanara. Ils ne disent pas Yahweh. Ils ne disent pas Jésus. Ils ne disent pas Allah. Bon, ça là, ça va déjà en approfondissement. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord commencé à parler des Noirs au sens général. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a certains qui commencent à être éliminés. Donc notamment les Noirs qui pratiquent le judaïsme, les Noirs qui pratiquent le christianisme, les Noirs qui pratiquent l'islam, les Noirs qui sont des francs-maçons, les Noirs qui sont des rosicruciens, les Noirs qui sont des gnostiques, ne peuvent pas être appelés Kamites. Parce que n'est Kamite que celui qui suit la voie spirituelle, la vision africaine du monde authentique, et la voie spirituelle africaine authentique, basée sur la Mahat, basée sur le culte à Imanara, hein, dont l'école des mystères repose sur les mystères d'Osiris et d'Isis. Voilà, voilà la voie. Ça veut dire que ceux qui ont choisi la voie de Seth, dont notamment les héritiers de la Bible, les rédacteurs de la Bible, de la Torah et du Coran, ils ont choisi la voie de Seth. Ils n'ont pas choisi la voie d'Osiris et Horus. Ils n'ont pas choisi la voie de la Mahat. Ils n'ont pas choisi la voie de Manara. Donc, les serviteurs de Seth sont donc au service de Yahweh Elohim. Parce que Seth n'est rien d'autre que Yahweh Elohim. Nous voyons donc qu'aujourd'hui, nous avons, parmi ceux qu'on appelle les Noirs, ceux qui sont au service de Seth et d'autres qui se battent pour revenir sur la voie d'Osiris, d'Horus, c'est-à-dire de la Mahat, et revenir au culte du vrai Dieu, à savoir la divinité qu'on appelle Imanara, dont la signification est la force intelligente, qui n'a aucune forme, qui n'a aucune apparence, mais qui est à la base de toutes les manifestations et qui est à la base de toutes les informations diffusées au sein de ces manifestations et qui anime tout ce qui existe. Maintenant, Imana, c'est ça. Ra, maintenant, c'est la lumière. On dit donc le cachet dont la première manifestation est la lumière, et de laquelle lumière donc émanent toutes les formes existantes actuelles. Nous disons donc que les Kamites sont ceux qui se revendiquent de la terre africaine, ceux qui se revendiquent, ceux qui sont rangés dans un phénotype commun, ceux qui se reconnaissent ceux qui reconnaissent toute leur langue comme issue d'une seule langue originelle, laquelle langue a été codifiée à travers les hiéroglyphes, ceux qui se reconnaissent par les premières civilisations, et principalement la civilisation niveau-égyptienne, ceux qui se reconnaissent dans la vision africaine du monde, notamment basée sur la Mahat, et ceux qui se reconnaissent sur les textes sacrés négro-africains,
Et voilà, en réalité, ce qu'on appelle les Kamites. Hotep. Hotep, frère Top, je sais que quand vous prenez feu là, rien ne peut vous arrêter. J'espère que vous avez bien suivi. Il a si bien structuré déjà dès la genèse même de ce peuple africain. C'est pas, quand on dit l'Égypte ancienne, c'est pas seulement la partie de l'Égypte, c'est toute l'Afrique, y compris. Donc, que ce soit au Cameroun, au Gabon ou bien en Égypte même, c'est l'Afrique tout entière. Et alors, les vrais Égyptiens, c'est-à-dire les vrais Africains, c'est-à-dire les Kamites même, sont ceux qui se rapprochent, sont ceux qui cherchent la voie du Manara, comme il a cité, parce que le Manara, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est la force intelligente. Et maintenant, ceux qui s'écartent ou bien vont de l'autre côté ou comprennent la Bible, la Torah et autres choses comme, je sais pas, les églises réveillées, les sectaires et bien d'autres. Il faut dire que ceux-là poursuivent celui qu'on appelle généralement secte. La personne à suivre ou bien la personne à bien se renchérir ou bien pourquoi pas suivre directement et faire pourquoi pas pareil, certes, ce sera un long chemin. C'est la raison pour laquelle on a des difficultés au sein des Kamites, parce qu'il y en a qui veulent partir de l'un côté, parce qu'ils veulent suivre cette, d'autres veulent suivre Manara, d'autres suivent même déjà les traces de pas de Osiris et Horus. On va poursuivre cette fois-ci avec une autre préoccupation. Quand on a déjà les Kamites sont installés, on connaît déjà qui sont les Kamites, les origines, la genèse, tout ce qu'ils ont eu déjà à faire et ceux qui se sont déjà démarqués. Et justement, dans notre ère, on voit que de ces jours-ci, de nos jours, ils sont nombreux qui vont vers la direction de secte. Et il y a certains Kamites qui vont dans cette direction et oublient les objectifs assignés dès le départ. Quels pourraient ou bien quels ont été ou bien comment, on va d'abord commencer par le mouvement Kamite. Comment est-ce qu'il est avant d'en arriver au niveau des études? Le mouvement Kamite est né par un sursaut de conscience, d'éveil de conscience. Et lorsque les gens, les Noirs, se sont retrouvés méprisés, esclavagisés, marginalisés dans l'histoire, et on leur refuse l'histoire, on leur refuse la science, on leur refuse l'écriture, on leur refuse même la spiritualité. On dit qu'ils adorent les cailloux, avec les feuilles d'arbres qui tombent et qui s'envolent en l'air, qu'ils adorent même les chants d'oiseaux, des choses comme ça. Et donc, en réalité, ce sont des gens qui n'ont pas d'âme, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont des animaux. On nous a traités de tous les noms. Oui. Donc, suite à toutes ces frustrations historiques et à cette banalisation du peuple noir, suite à la traite négrière, suite à la colonisation, il y a donc eu un sursaut où les Noirs se posent la question, est-ce que nous, on n'a pas une histoire? Comment peut-on nous dire qu'on n'a pas de spiritualité? Donc, il y a ces revendications qui ont d'abord commencé depuis l'Amérique, les Amériques, les Noirs américains. On va d'ailleurs voir les plus anciens écrits en rapport entre le peuple noir et l'Égypte. Ça vient de l'Amérique du Nord, mais, c'est-à-dire les Noirs américains. Mais le mouvement Kamite est véritablement fondé avec l'illustre savant sénégalais Cheikh Anta Diop, dont l'ouvrage monumental est intitulé Nation nègre et culture et civilisation ou barbarie, identité culturelle, etc. Dans ces multiples ouvrages, il a démontré que les bâtisseurs de toutes les civilisations d'abord étaient des Noirs. Et principalement la civilisation nubo-égyptienne a été bâtie par les Noirs, entièrement bâtie par les Noirs. Et il a démontré que nous sommes les initiateurs de la science, par conséquent, et nous sommes les initiateurs de la spiritualité. Et là, je suis battu tout le collège des savants au colloque du Caire en 1971. Il était confronté à tout un collège de savants égyptologues qui venaient le contredire, c'est-à-dire les linguistes, les archéologues et tous ces gens qui voulaient démontrer que sa thèse est fausse. Et lui, et les historiens, dont il était avec Théophile Obenga, il a remporté la bataille haut la main. Et par conséquent, nous sommes donc les héritiers de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et il n'est pas le seul. Il y a ceux qui ont poursuivi son travail.
notamment Théophile Obenga, et qui est encore vivant avec nous aujourd'hui. Il y a Ndumbi Fakoli, le doyen Ndumbi Fakoli, qui a fait aussi un travail monumental dessus. Il y a des égyptologues connus tels que Aboubakri Moussalam, des gens comme Pierre Oumdigi, des gens comme les Bilolo, et tous ces gens qui ont poursuivi l'œuvre de Cheikh Anta Diop, ils sont nombreux. Et on ne va pas oublier la génération qui vient après, notamment le Sèche Kovi Redmire, et des gens comme Kalala Omotunde, et sans oublier Amam Azama, Molef Chikete Asante, et tous les autres qui continuent d'œuvrer dans l'ombre comme dans la lumière. Et les dernières générations que nous sommes aujourd'hui, moi, votre humble serviteur tout abonné, qui vous parle actuellement, les frères comme le frère Mobali Makassi, qui fait aussi son travail à travers sa chaîne, où il invite plusieurs camis pour intervenir. Tous ceux qui continuent d'œuvrer par écrit, comme à travers les conférences et à travers des programmations pour des projections futures. Je ne vais pas manquer de citer des frères tels que Tété Manjombe, qui a aussi diffusé beaucoup d'enseignements dans la spiritualité kamique, et qui continue de travailler toujours avec les gens dans l'ombre. Bon, on peut accuser les gens de ce dont on peut leur accuser. Je ne dis pas que ce qu'on dit n'est pas vrai, mais si on s'en tient simplement aux enseignements que le frère Tété Manjombe a donné, je pense qu'il a aussi un grand mérite qui doit être reconnu par la communauté kamique. Et ils sont nombreux qui travaillent aussi dans le même sens. Donc, j'étais en train de dire donc que ce mouvement a une histoire. Ce mouvement naît d'un sursaut de conscience. Le peuple noir qui veut se réaffirmer. Et grâce aux travaux de Cheikh Anta Diop, nous avons constaté qu'effectivement, les Occidentaux ont voulu gommer notre passé. Parce qu'à un certain moment, on s'est coupé nous-mêmes de notre histoire. Parce que quand on quitte la zone de la civilisation, suite aux multiples invasions que l'Égypte et la Nubie ont connues, nous nous sommes repliés au cœur de l'Afrique, on s'est retrouvés en forêt. On ne pouvait pas fuir la guerre avec les papyrus, les rouleaux de papyrus. Hein? Quand on suit la guerre, c'est peut-être une bouteille d'eau avec une bouteille d'arachide, hein? Pour pouvoir s'en sortir en chemin. Parfois, tu peux avoir une flèche ou un couteau pour pouvoir te défendre. On ne peut pas porter les bibliothèques sur la tête pour venir au cœur de l'Afrique. Donc, il y a cette rupture de la zone géographique du peuple noir, de la zone géographique où la civilisation a été bâtie. On n'avait donc plus accès aux écrits, on n'avait plus accès aux temples, on n'avait plus accès aux centres de recherche en sciences, etc., etc. Il y a donc cette coupure historique qui a fait en sorte que nous devenions, d'une certaine part, amnésiques de notre appartenance à la première civilisation. Mais toutefois, on a gardé la langue, on a gardé les rites initiatiques, on a gardé la pratique de la maths, on a gardé la vision du monde. Donc au moins là, c'est l'héritage aussi de l'Égypte, de la civilisation égyptienne. Et quand on compare donc les deux héritages, on trouve une grande proximité. Donc, voilà à peu près comment se décline l'histoire du mouvement kamite. Partant des premiers écrits des Afro-Américains, mais ce mouvement kamite se consolide beaucoup plus avec les travaux de Cheikh Anta Diop, l'œuvre monumentale de Cheikh Anta Diop et tous ceux qui sont à sa suite. Donc, y compris nous. Nous continuons donc de poursuivre l'œuvre de Cheikh Anta Diop et nous veillons toujours à ce que tous les falsificateurs et ceux qui sont de temps en temps au service des septièmes ne puissent pas polluer ce mouvement. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a un petit dérapage, je suis obligé de faire une émission pour remettre les choses au pas. Et que ceux qui trouvent à redire viennent avec des preuves contradictoires pour me dire que ce que tu as dit là est faux. D'ailleurs, on a fait une merveilleuse émission vendredi passé jeudi passé intitulée « La Bible est-elle le livre de Dieu ou le livre de Satan ?» Et on a démontré effectivement que ce sont les serviteurs de Seth ou de Satan qui ont rédigé ce livre et que le Dieu de la Bible n'est rien d'autre que Seth lui-même. Hotep. Hotep. Le peuple qui voit sa spiritualité bafouée, son histoire gommée,
et bien d'autres. C'est ce qui éveille la conscience et surtout, on va faire, on va dire, un chapeau à ce grand sage africain, Cheikh Anta Diop, qui a si bien écrit tellement d'ouvrages sur l'Afrique ancienne, la naissance même de tout ce que nous pratiquons aujourd'hui, que ce soit les rites, que ce soit les cultures, même la langue parlée, les similitudes et divergences. C'est celui-là qui vient éveiller toutes les consciences des Africains pour qu'on soit dans la lumière. Et vous savez, le mouvement Kamita, comme on l'a si bien dit, quand le mouvement est déjà implanté, on se fixe des objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut atteindre un but. Et le but ici, c'est quoi? On peut dire que le but, c'est que l'histoire, que les Africains se réapproprient leur histoire, que nous fassions comme à l'Égypte ancienne. C'est la raison pour laquelle ils ont mis certains objectifs que Fred va si bien élucider tout à l'heure. Oui, en ce qui concerne les objectifs, le premier objectif, c'est d'unifier les consciences du peuple noir autour d'une même vision du monde. Oui. Ça, c'est l'objectif principal et fondamental. Je reprends. Unifier toutes les consciences des Noirs autour d'une même vision du monde. Et cette vision du monde est la conjonction des 42 lois de la Mate et la sagesse africaine traditionnelle, telle que véhiculée par les initiés, hommes et femmes du peuple noir, depuis la haute antiquité jusqu'à l'Afrique actuelle. Premier objectif. Deuxième objectif, travailler pour rétablir l'unité linguistique de manière scientifique du peuple noir, l'unité des diverses langues. Et ce travail a commencé à être fait par l'illustre Cheikh Anta Diop, il continue, il a été fait aussi par Théophile Obenga. Ce travail a été fait par Pierre Oumdigui, par Bilolo, et ce travail continue d'être fait par d'autres frères linguistes qui œuvrent dans ce sens. Mais il est vrai qu'il y a eu quelques clashs, pas des clashs en tant que tels, mais des mises au point, où lorsque nous avons constaté des dérives d'ordre syncrétique, nous étions obligés de faire des sorties, pas pour mépriser les travaux que nos frères font, mais pour appeler aussi à éviter ces dérives-là, cette tentative de déviation, à nous assimiler au panthéon grec, et à nous assimiler à d'autres panthéons, à vouloir démontrer que la Bible est africaine, des choses comme ça. Et donc, nous faisons donc des sorties pour rétablir la vérité telle qu'elle doit être comprise. Pas telle que je la veux, mais telle que veut les résultats, tels que le prouvent les résultats scientifiques, tels que le prouvent nos langues que nous parlons, tels que le prouvent nos rites que nous pratiquons, et tels que le prouve l'ordre de la nature lui-même, et tels que le prouvent, en fin de compte, nos textes sacrés et les écrits des savants égyptiens, notamment dans le domaine tel que la science, l'astronomie, etc., etc. Donc, le premier objectif, comme je l'ai dit, nous devons tous graviter autour d'une même vision du monde. Deuxième objectif, nous devons travailler pour reconstituer D'ailleurs, cette écriture existe déjà, ce sont les hiéroglyphes. Maintenant, chacun interprète les hiéroglyphes en rapport avec sa langue. C'est d'ailleurs ce que moi-même j'ai fait dans un article que j'ai publié en 2019, pas que j'ai publié, mais que un comité scientifique a publié, notamment la Société africaine de métaphysique, intitulé « Rapport entre le culte de la Nubo-Égypte et les cultes traditionnels de l'Afrique noire actuelle », où j'ai présenté la proximité entre l'Afrique et l'Égypte sur le plan territorial, j'ai présenté la proximité sur le plan de l'histoire, j'ai présenté la proximité sur le plan linguistique, les similitudes entre les... J'ai pris ma propre langue lettone et j'ai présenté la proximité sur le plan des cosmogonies, la cosmogonie, et j'ai présenté la proximité sur le plan des artefacts des initiés, que les initiés, sur les danses, etc., etc. Et ce travail peut être visité par tous ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, beaucoup ont lu cet article et ont beaucoup apprécié. D'ailleurs, c'était le meilleur article qui a été publié dans cet ouvrage-là. Tous ceux qui ont lu cet ouvrage m'ont envoyé leurs félicitations. Et donc, l'autre objectif, quand on a terminé avec les langues, l'autre objectif, c'est
de bâtir un corps de savants unifiés, c'est-à-dire les mathématiciens, les physiciens, les linguistes, les historiens, les géographes, les musiciens, que sais-je encore, les artistes en général, Oui. et les architectes, les politiques, les politologues, les juristes, les sociologues, les psychologues, les philosophes, que sais-je, toutes ces disciplines, les économistes, hein, que toutes ces disciplines puissent être considérées dans le cadre d'un groupe constitué. C'est-à-dire qu'il faut donc un groupe où nous allons mettre sur pied des orientations de recherche. D'ailleurs, un plan de travail. Il faut d'abord élaborer un plan de travail commun, Oui. axé autour d'une même vision du monde, et pour atteindre les buts recherchés, notamment dans le domaine de la linguistique. Et en ce qui concerne les sciences dures, telles que la physique, la chimie et autres, montrer la direction que l'Afrique doit suivre dans le futur. Parce que l'Occident a montré la direction catastrophique en produisant des bombes atomiques, en orientant les gens vers le transhumanisme, le transgenre, en nous orientant vers les produits chimiques, les bombes chimiques, les virus, etc., qui ont pour but d'exterminer l'humanité, en nous orientant vers la logique LGBT et une politique matérialiste, individualiste, hein, etc., et une spiritualité perverse. Donc, il est aujourd'hui, pour nous, capital de devoir rassembler tous les experts de tous les domaines, Oui. pour constituer donc un corps de savants, et lequel corps de savants pourra donc mettre sur pied un ensemble axer leurs travaux sur des objectifs bien spécifiques pour pouvoir produire une pensée suffisamment solide et qui sera capable de résister à toutes ces tendances que nous sommes en train de voir. Donc en ce moment, l'Afrique va donc se poster comme alternative à la vision actuelle du monde. Oui. Proposer la vision africaine du monde comme alternative à la vision actuelle du monde. Laquelle vision actuelle nous mène vers des catastrophes, les guerres, les perversités, le matérialisme, l'individualisme, les divisions, les mésententes, la haine, etc., tel que nous l'observons aujourd'hui. Donc, voilà l'un des objectifs, constituer un corps de savants. Maintenant, il faut aussi atteindre d'autres objectifs, continuer de conscientiser, c'est-à-dire à travers les médias tels que nous l'avons créé. J'ai créé ma première chaîne YouTube, Pekia Kamata, en 2021. Ensuite, j'ai participé à la création d'une chaîne de télé, Kemet Télévision. Et aujourd'hui, la nouvelle chaîne Teouti Sekem vient s'ajouter dans le lot, sans oublier toutes les interventions que j'ai eu à faire dans des chaînes nationales, locales ici au Cameroun, notamment la CRTV, notamment Canal 2, notamment Afrique Média, notamment Vision 4 et actuellement Info TV. Donc, sans oublier les autres petites chaînes, etc., etc. Oui. Sans oublier aussi les plateformes sur lesquelles j'ai diffusé mes recherches, etc., notamment la plateforme du frère Mobali Makassi, la plateforme du frère nommé Shuma Tela, c'est une chaîne YouTube nommée Shuma Tela. Je suis intervenu aussi en visioconférence chez les frères de Côte d'Ivoire, je crois de Côte d'Ivoire, qui ont bâti une université. Je crois que c'est Kemet Mahat, il y a de cela 2 ans. J'ai aussi diffusé une intervention. Toutes ces interventions conjointes montrent donc un travail acharné d'arrache-pied et continu, où je ne me contredis jamais. Tout au contraire, ce que j'ai commencé à dire, je vais en approfondissant cette connaissance-là. Donc, tous ces travaux participent aussi aux travaux que les autres frères et les autres sœurs font de part et d'autre. Et qu'est-ce que cela nous amène où? Cela nous amène à penser à créer des fédérations, des confédérations, des associations. J'ai d'abord participé à la création d'une première association entre 2016 et 2017, Telep Kachopa. Bon, avec le décès de certains de nos aînés, le groupe s'est disloqué. J'ai créé une autre association avec l'apport et le soutien des initiés, nommée Ouhem Messoud Messi Kama, depuis
2021-2022, avec des initiés, notamment Tara Souzok, Papa Dima et tous ces gens-là. On a créé cette association qui vit toujours aujourd'hui, mais nous sommes en train de nous armer pour commencer les travaux pratiques sur le terrain. Et les enjeux, les objectifs, c'était d'atteindre les chefferies traditionnelles, de recommencer à enseigner aux chefs traditionnels la vraie histoire de l'Afrique et de recommencer à leur montrer la vraie voie de la spiritualité africaine. Parce que tous ces chefs sont des chrétiens ou des musulmans. Donc il est question aujourd'hui que les chefs eux-mêmes se remettent à l'école de la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Et le dernier objectif, donc, c'est de créer, donc, de permettre à ces associations de collaborer entre elles afin de créer ce qu'on appelle des fédérations, des confédérations d'associations dirigées par des personnes aguerries, des personnes qui sont véritablement sur la voie de la main, et afin que nous puissions travailler de manière organisée. Mais pour l'instant, ce travail n'a pas encore été fait. Oui. Il y a des associations, chaque association fait son truc de son côté. Il y a par exemple l'association Retour aux sources. J'avais été invité là-bas une fois, j'ai fait une intervention. Bon, ils avaient dit qu'ils allaient collaborer avec moi de temps en temps. Ils invitaient aussi d'autres frères. Et il y a l'association créée par Molefi qui était à Santé, Afro-Centricity International. Et ils font aussi leurs choses de leur côté. Il y avait l'association Kemaat Uhuru, créée par le frère Tete Manjombe. Et chaque fois qu'ils avaient des événements, ils m'invitaient. J'y allais toujours, ce qui dépasse les autres. Je prends l'exemple de la conférence que j'ai organisée récemment. C'est-à-dire, oui. Mais avant d'arriver à la conférence, je voudrais qu'on revienne sur les camis, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez tantôt cité l'objectif principal qui est celui de unifier toutes les consciences autour d'une même vision, c'est la vision du monde. La vision africaine du monde. Africaine du monde. Ouais. On sait déjà que les Kamites sont constitués et que par ricochet d'autres sont en train d'être mises de côté, c'est-à-dire voudraient se diviser parce qu'ils sont peut-être influencés par l'Occident ou par d'autres courants. Moi, je voudrais qu'on revienne sur est-ce que tous ces Kamites-là, surtout sur l'objectif principal, est-ce qu'ils suivent cet objectif qui est d'abord principal? De la vision africaine du monde. De la vision africaine du monde. Je vais te répondre non. Tout simplement parce que il y a certains qui se disent Kamites. Voilà. Ou pas qui se disent, qui se proclament Kamites. Ou alors, bon, ils disent même qu'ils ne sont pas Kamites. Mais ils disent que les travaux qu'ils font, hein, c'est pour contribuer à la renaissance africaine. Bon, alors, quand on fouille au fond, on découvre que c'est des gars qui partissent avec des francs-maçons, en réalité. Et déjà, beaucoup de Noirs américains sont des francs-maçons. Je dirais même tous. Donc, tous ceux qui ont écrit sur l'Égypte, comme j'ai dit, le mouvement kamite afro-américain est dominé par l'influence maçonnique et judéo-kabbaliste. Maintenant, ils veulent démontrer que les Juifs sont noirs, les vrais Hébreux de la Bible sont noirs, que la Bible a été écrite par les Noirs, que la franc-maçonnerie est africaine, que la Rose-Croix est africaine, que l'agneau est africaine, que le christianisme est d'origine africaine, l'islam pareil, le judaïsme, que tout ce qui existe sur terre est d'origine africaine. Donc là, ils mettent déjà de côté la problématique fondamentale que a soulevée Cheikh Anta Diop, à savoir la falsification de l'histoire, voilà, la falsification de la spiritualité, la dénaturation de cette spiritualité et la perversion de cette spiritualité-là. Donc, une chose qui a été falsifiée, dénaturée, inversée et pervertie, vous allez dire que ça là, c'est d'origine africaine. Ce n'est plus d'origine, ça là, ce n'est plus d'origine africaine. Ce qui a été d'origine africaine, il faut rechercher l'authenticité de ce qui a été d'origine africaine. Et c'est d'ailleurs le travail que je fais d'arrache-pied. Voilà. Pendant que certains veulent aller embrasser la franc-maçonnerie en disant que c'est africain, moi je dis, je demande aux gens de comprendre, j'invite les gens à comprendre que les rites maçonniques sont des rites travestis, pervertis et dénaturés. Ça n'a plus rien à voir avec la spiritualité africaine. Il en est de même avec tout ce que je viens d'énumérer. Tout à fait. Et Cheikh Anta Diop lui-même dans son ouvrage Civilisation au Barbarie a dit les religions dites révélées et la franc-maçonnerie sont la dénaturation, la falsification et la perversion de la spiritualité africaine originelle. Donc, il a été clair là-dessus et c'est cette voie que je suis. Avec ma formation,
de philosophe, Oui. spécialiste en ontologie et métaphysique, avec ma formation d'égyptologue, avec ma formation de psychologue, etc., etc., je conjoins toutes ces compétences pour pouvoir produire une certaine rigueur scientifique, méthodologique, qui pourrait servir de boussole aux uns et aux autres, afin que ces égarements, ces errements qu'on voit par-ci, par-là, chez les linguistes et chez certains historiens, certains égyptologues, soit par complaisance, soit par complicité, soit tout simplement par manque de rigueur scientifique, oui, que ces errements et ces égarements puissent s'arrêter, afin que les Noirs se mettent d'arrache-pied pour rétablir la vérité historique, rétablir la véritable vision africaine du monde, rétablir la véritable spiritualité africaine et se fonder sur des écrits sacrés négro-africains que je venais d'énumérer, les textes de Mastaba, les textes des pyramides, les textes de sarcophages, le livre des morts et tous les autres livres. Et donc, poser déjà la Bible comme l'héritage des Septiens, parce que ce sont les Septiens qui ont rédigé cet ouvrage. Donc, on a fait une émission tout récemment, jeudi passé. Donc, les gens peuvent aller suivre cette émission intitulée « La Bible est-elle le livre de Dieu ou de Satan ?» Donc, y compris aussi la Torah, y compris le Coran. Donc, tous ceux qui sont dans ce courant suivent la voie de Seth. Et dans cette émission, j'ai présenté les caractéristiques de Seth. Comme j'en ai même fait plusieurs fois, que ce soit dans mon ancienne chaîne qui existe toujours, Peria Kamata, oui, ou que ce soit dans d'autres émissions, sur d'autres plateformes, j'ai toujours présenté les caractéristiques de Seth qui se manifestent à travers des phénomènes négatifs tels que la maladie, le désastre, la destruction, la guerre, la violence, la terreur, le désastre, etc., etc. Donc, au lieu donc de suivre la voie des héritiers de Seth, des disciples de Seth qui ont rédigé la Bible, la Torah et le Coran, et qui sont aujourd'hui des adorateurs de Seth, notamment les Shidel de ces mouvements spirituels, oui, nous appelons les Africains à suivre la voie d'Osiris et d'Horus, notamment la voie de Maat, et à recommencer à adorer la vraie divinité, notamment Amon-Ra, Imanara. Donc, les objectifs, comme j'ai commencé à les énumérer, oui, 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 l'un des objectifs, c'est aussi de constituer un corps de clergés, c'est-à-dire des initiés qui comprennent nos textes sacrés-là, et qui maîtrisent même les rites initiatiques aussi, et qui peuvent donc aussi constituer ce corps de clergés, afin que nous ayons aussi nos cultes, que d'ailleurs le frère Tete Manjomba avait déjà commencé à initier ça, le culte kamite. Et j'étais en train de dire justement qu'à chaque fois qu'il y avait un événement de Kemaa Touhuru, qu'ils étaient ici à Yaoundé, j'étais toujours présent. Il y en a même d'autres frères qui, à Douala, avaient des événements, ils m'invitaient, je partais. Sans oublier les autres associations telles que Retour aux sources, etc. Chaque fois qu'on m'invite quelque part, même il y a une petite sœur là, qui fait aussi, qui avait commencé à faire aussi un travail très, très bien, très important, à savoir éduquer les jeunes enfants, les petits enfants, à les former et tout ça. Je suis allé dans l'endroit où elle formait ces petits enfants, je crois, 2 ou 3 fois. Et pendant, je crois qu'elle avait organisé une grande fête. J'étais là. Donc, mais je constate que peut-être que je suis le plus fou, mais quand moi je vais chez les autres, quand moi j'organise quelque chose, bon, on a eu quand même des frères qui sont venus aussi à la conférence. Il y a des gens qui... Mais la plupart des gens qui sont venus, c'est des personnes qui m'ont écouté dans les médias, oui, et qui ont voulu me rencontrer ces jours. Donc les Kamites étaient absents. Il y avait à peine dans la salle, à peine une vingtaine de Kamites sur environ une centaine de personnes qui étaient là. Donc la cible même qui était primordiale n'est pas arrivée. N'est pas arrivée, c'est-à-dire d'abord la solidarité Kamite, je ne l'ai pas vue ce jour-là. Donc moi je vais dans les choses des gens, mais les gens ne viennent pas quand j'organise les choses. Bon, en tout cas, c'est justement la raison pour laquelle des thèmes comme ceux-ci doivent être une interpellation pour les uns et les autres. Et donc, l'autre objectif, c'est de bâtir des écoles Kamites. On a déjà des chaînes telles que Kemet TV qui existent. On a des chaînes telles que Teoti Sekem, des chaînes physiques, chaînes de télé physiques telles que Kemet Télévision. On a des chaînes YouTube telles que Teoti Sekem. On a Pekia Kamata. On a d'autres chaînes YouTube, notamment il y a mon jeune frère qui a créé aussi une chaîne, je crois, 1 ou 2, Pensée Kamite, ici au Cameroun. Donc, sans oublier les autres chaînes dans d'autres pays tels que Fétiche de guerre, Mobali Makassi et d'autres chaînes YouTube.
bien évidemment. Donc, les chaînes existent déjà, mais il faut en multiplier d'autres. Maintenant, l'autre objectif, c'est de bâtir des écoles Kamit, avec un cursus, un programme d'études Kamit, c'est-à-dire de la CIL jusqu'à l'université, où on forme les jeunes à devenir de vrais Africains dans l'âme, dans la vision, dans la pensée et dans l'innovation scientifique. Donc, il faut bâtir ces écoles. Mais pour bâtir ces écoles, il faut déjà qu'on crée, que les associations s'unissent en confédération, en fédération, en confédération, etc., etc., et qu'il y ait une organisation interne pour établir une entraide, une aide mutuelle pour former des enseignants qui vont enseigner dans ces écoles-là. Former d'abord les formateurs. Les formateurs. Oui. Et mettre sur pied un curriculum, c'est-à-dire un ensemble d'enseignements, un programme d'enseignement, etc., etc., avec des buts à atteindre. Et mettre aussi en place des moyens pour bâtir ces écoles-là et pour pouvoir prendre en charge les enseignants eux-mêmes. Donc, il y a tous ces projets, ces objectifs. Et il y a d'autres objectifs. Travailler avec tous ceux qui font dans le domaine de l'art. Les musiciens, les peintres, les sculpteurs, les architectes, hein, les poètes, que sais-je encore, les danseurs, tous ces gens-là. On travaille de concert pour que dans chaque champ d'activité, dans chaque champ de recherche, l'esprit de la pensée africaine soit comme le carburant qui est véhiculé. Et que la vision africaine du monde soit comme la boussole pour tous ces champs de recherche-là. Donc, les objectifs sont celles-là. Et l'enjeu, c'est que d'ici 20 ans à 30 ans, on ait aussi des politiques Kamit qui vont défendre la couleur de la vision africaine du monde dans les projets politiques, dans les projets économiques, hein, etc., etc. Nous devons exister aussi politiquement. D'ailleurs, est-ce que nos politiques actuelles sont nos ennemis? Ce sont nos frères. Mais il y a un problème, c'est qu'ils sont mus par une vision septième du monde. C'est ça le problème. C'est parce que ce sont des francs-maçons. Et tout le temps, ils sont à l'église là. Il y a même quand le pape est même mort, il y a certains ministres qui ont pleuré le pape plus que les Romains eux-mêmes. Hein? Ici au Cameroun, on les a vus là en train de pleurer le pape. Organiser des choses pour dire que, au nom de la mémoire des gens de Rome, qui ont massacré des milliers et des milliers d'Africains pour imposer leur religion. On voit des nègres aller faire des acrobaties et des galipettes sur le mur de la lamentation là-bas à Jérusalem. Ils portent les trucs que les Juifs portent sur la tête là, la kippa. On voit des nègres là-bas aller coller aussi la tête au sol, à la Mecque. Hein? D'autres partent aussi lancer les pierres sur le mur de lamentation. Ils disent qu'ils sont des rabbins. D'autres, comme ils sont aussi des pratiquants de la Kabbale et des francs-maçons, ils sont très contents d'aller à Jérusalem. Au lieu d'aller à Wasset, à terre, la terre sacrée, le lieu sacré. Et ils partent à Jérusalem, ils partent à la Mecque. Donc, on ne peut pas continuer, d'ailleurs on ne peut pas collaborer avec de telles politiques. Donc, nous les regardons faire, nous ne les combattons pas, jusqu'à ce que les consciences soient suffisamment éveillées et que la vague d'eau vienne balayer cette génération de nos devanciers qui ont partisé avec l'Occident et qui continuent d'être à la botte de l'Occident et de suivre l'agenda de l'Occident, tant dans la gestion politique que dans leur rite ésotérique qu'ils pratiquent quotidiennement avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, il faudra qu'une nouvelle génération arrive, consciente donc de tous ces enjeux, pour que cette vague, ce nouveau souffle balaie donc toute cette... comment je peux appeler ça, hein? Que balaie, je ne veux pas dire la merde, je veux dire la crasse, que la nouvelle vague, la nouvelle énergie pure vient donc balayer, évacuer cette crasse afin d'assainir notre scène éducative, notre scène politique, notre scène économique, notre scène médiatique et y compris le domaine de la spiritualité. Voilà à peu près, je n'ai pas énuméré tous les objectifs, mais il y en a plusieurs. Mais je pense que c'est l'essentiel des buts à atteindre en ce qui concerne le mouvement Kamit. Otep, frère Toto, on va poursuivre. Hein. Il a si bien parlé
des objectifs qui ont été et qui seront véritablement faits si tout le monde converge, hein, c'est-à-dire si tous les Africains prennent conscience. Et l'objectif qui nous a plus marqué, parce que c'est le principal objectif qui est celui d'unifier toutes les consciences autour d'une même vision du monde. La vision de la pensée africaine, bien sûr, c'est pas les pensées occidentales qui influencent tous les Kamites et tous les Africains de nos jours. Et pour y arriver, il a si bien énuméré qu'il faut rétablir l'unité linguistique, bâtir un corps de savants, c'est-à-dire on prend tous les domaines, autant pour moi, tous les domaines, que ce soit en sciences, que ce soit en culture, que ce soit en religion, n'importe où, on prend tous les domaines, on s'associe, on fait un bloc d'alliance et on fait quelque chose de dur et surtout on forme le noyau dur pour bâtir des écoles, des chercheurs et bien d'autres choses. Donc, les écoles kamites seront bien sûr en vue, mais frère Todd, vous savez, c'est vrai que la conjoncture dit autre chose, hein. On va véritablement aborder le sujet d'aujourd'hui avec cette problématique qu'on a posée à l'entame, bien sûr. Pourquoi les Kamites restent-ils divisés, sachant que il y en a qui sont influencés par, comment est-ce que je peux appeler ça, le vent qui est venu de l'Occident et a falsifié l'histoire. Et maintenant, Cheikh Anta Diop revient avec toute énergie, avec toutes les preuves. Il y a eu déjà des générations jusqu'à votre niveau. Pourquoi est-ce que les Kamites restent toujours divisés? La première raison des divisions, c'est la précarité. C'est la précarité, c'est-à-dire la pauvreté. C'est-à-dire, je me souviens quand je commençais ce combat, j'étais à l'université. J'étais un pauvre petit étudiant. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui je suis riche. C'est juste pour dire que grâce à mes études, parce que mon frère, frère, il faut que tu te présentes, le grand technicien qui est derrière la caméra. Il faut que tu viennes te présenter ici. Frère Souvi. Oui, viens te présenter, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un ami d'honneur. Ça fait plus de 20 ans que ce monsieur que vous voyez, c'est vrai qu'il est venu en t-shirt, bon, mais il ne savait pas qu'on va lui faire la surprise. Donc voici mon ami de longue date, oui. Celui qui a produit les beats, c'est-à-dire la dimension instrumentale du premier album de Valsero, oui. Lettre au président, plaisir, arrête ça, etc. Il a produit pas mal de sons dans plusieurs albums, et etc., etc. Donc aujourd'hui, il est allé en aventure. Après, il est revenu au pays, il est retourné au Bécaye. Et depuis qu'il est revenu, on travaille ensemble main dans la main. Et je pense que ce qu'on est en train de faire là, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Mais d'ici 2-3 ans, ça va prendre une autre ampleur. Donc, il était important que je présente ce monsieur. C'est un génie dans le domaine de audiovisuel. C'est un grand DJ. Et ceux qui le savent. Quand on va le voir, beaucoup vont le reconnaître. Et on a beaucoup de projets en commun. Et c'est d'ailleurs avec lui que nous travaillons pour faire tout ce que nous sommes en train de faire. Et il y a beaucoup de grandes choses encore qui arrivent. Je rappelle que c'était mon clasheur en finale à la FM 94 en 2005. Je l'ai rencontré en finale. On a fait un dur clash improvisé à la radio. Et bon, le vainqueur a été le vainqueur. Allez chercher à savoir. De toutes les façons, c'est un grand rappeur aussi. Et il est resté dans le game. Et nous travaillons aussi pour produire des choses. Donc, je suis même en train de faire un retour pour produire peut-être, si ce n'est pas un album, peut-être un single ou alors peut-être 300 ou 400 pour montrer quand même qu'on a fait ça. Et qu'on n'a jamais été le dernier. À chaque fois on s'est investi dans on a toujours été soit les premiers, soit parmi les premiers. Donc, parce que dans tout ce que nous entreprenons, autant lui, autant moi, autant que la sœur, nous veillons toujours à bien faire cela. Parce que nous savons que nous sommes nés avec ces dons. Donc, Otep, frère, merci pour le travail que tu fais. Merci. À titre de rappel, il faut noter que c'est Panebo qui a fait l'air au président, mais le reste de musique voilà. vient de moi. Voilà. Otep. Donc, comme j'étais en train de le dire, nous étions au niveau des divisions. Oui. Les divisions viennent d'abord de la précarité. Parce que quand je présente le frère que je présente là, je me souviens à l'époque, moi j'habitais Batalon Cap. Lui, il était au carrefour Yannick à Etouli.
je quittais Bataloncac à pied. J'ai peut-être 5 000 ou 10 000 pour aller faire le beat chez lui. Parfois, il me fait, la plupart du temps, même, il me faisait des beats gratuitement. Quand j'arrive avec les 5 000 là, c'est pour manger un gâteau au chocolat et boire même une bière. Bon, à l'époque, je fumais aussi la cigarette. Donc, voilà comment on passait nos journées ensemble. À l'université, parfois, je quittais Bataloncac à pied pour aller à l'université en Guaykele. Je vais à pied et je rentre à pied. Et quand j'ai quitté Bataloncac, je suis allé chez ma grande sœur. J'ai fait quelques mois là-bas. Après, mon papa est allé me louer une petite chambre à côté de l'université. Et je me battais. Parce que quand le père finit de te donner l'argent de l'année, pour l'école, et il t'a donné un peu d'argent pour acheter les habits, le reste, c'est toi qui te bats. C'est-à-dire, tu dois chercher à manger. Quand tu vas à l'école, quand tu rentres, il faut que tu te battes à trouver à manger. Donc, je me retrouvais dans des situations où j'ai 2000 francs. Il faut faire le choix entre manger et acheter un livre. Donc, parfois, je me faisais violence. J'achète un livre de 1500 et les 500 là, je me débrouille à trouver quelque chose à manger. Et ce qui n'était pas le cas chez beaucoup d'étudiants. Ils préféraient garnir leur chambre d'alvéole d'œuf. Ils achetaient des grands lits avec des beaux matelas, des beaux draps, avec des fleurs au chevet du lit et des bons parfums pour charmer le filles. Une belle décoration. Voilà, pendant que moi, ma chambre était remplie de livres. Et au premier mois de ma location, je dormais au sol, je mettais le matelas au sol. Là, je parle des années 2008-2009. Donc, là, voilà la vie d'un étudiant. Voilà la vie de quelqu'un qui est un soldat. C'est pour ça que j'ai un mental de béton et je ne peux pas être impressionné par qui que ce soit. Parce que je me suis formé à 70% moi-même. Mon père a contribué à mon éducation quand j'étais enfant. L'école a aussi contribué d'une partie. Mais les 70%, ce sont mes propres efforts. Et bien évidemment, avec le soutien des ancêtres et le soutien de la grande force suprême, Imanara. Parce qu'on ne peut pas toujours se dire qu'on est tout puissant. Donc, c'était une manière de dire que cette précarité ne devrait pas briser le moral des gens. Cette précarité ne devrait pas faire en sorte que les gens foncent tête baissée vers le matériel, vers le matérialisme. Donc, on voit aujourd'hui, le mouvement Kamit est devenu un fonds de commerce pour beaucoup. Parce que vous voyez déjà là où je vais, c'est-à-dire c'est pour montrer que j'ai traversé la précarité, mais je suis resté moi-même. C'est-à-dire, jusqu'aux dernières années, 2016, 2017, c'était difficile. Mais je me suis battu, j'ai gardé la tête haute. J'ai fait des médias d'ici au pays, où parfois on voulait me ridiculiser, on faisait des trucs, mais j'ai gardé la tête haute. Parfois on voulait même m'orienter vers d'autres choses, les choses que je dénonce ici. J'ai gardé la tête haute. Donc, parfois, on voulait me donner l'impression qu'on peut m'acheter. C'est-à-dire que, et c'est là où je posais la question, tout l'argent qui a été dépensé dans mes études, de la CIL jusqu'en doctorat, est-ce que vous êtes capable de me payer cet argent? Pour donner l'impression que le fait de venir intervenir chez vous, c'est une faveur que vous me faites. Alors que mon intervention fait rayonner votre chaîne et enseigne des milliers et des milliers de personnes. Donc, je vous rends un service, vous me payez pour ce service. Vous ne me faites pas une faveur en me payant. Donc, à un certain moment, j'ai décidé de me retirer de ces médias pour constituer maintenant des activités, mes propres activités. Donc, en dehors de l'activité d'enseignant, d'ailleurs, l'enseignement, c'est un potentiel infini que j'ai en moi. Je vais enseigner toute ma vie. Hein? Et mettre aussi sur pied des structures telles que Kemet Télévision, des chaînes YouTube que je crée et d'autres activités parallèles que je suis en train de mener. Donc, voilà ce qu'on appelle un vrai combattant. Je suis l'exemple d'un vrai combattant. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne me suis jamais compromis. Il y a des gens qui m'ont connu, les Kamit là, les frères Kamit d'Angleterre, de France, d'Allemagne, des États-Unis. Beaucoup se sont déplacés, même de Guadeloupe, même de Martinique, pour venir me voir sur place au pays, pour voir si, est-ce que ce que je dis, je suis en adéquation avec ce que je dis. Tous les gens qui sont venus sur place me voir, ont constaté quelqu'un de très simple, de très accessible, de très sociable, qui aime partager, qui aime rire, qui aime jouer avec tout le monde. Et de temps en temps, qui est aussi très rigoureux. Parce que quand on commence à faire le travail, il faut que le travail soit bien fait. Quand on va en forêt pour faire des travaux, je suis rigoureux vis-à-vis des initiés pour dire que non. Quand j'amène les gens, voilà. Parce que certains initiés sont aussi laxistes. Parce que ces gens aussi ont besoin d'être formés. Donc, beaucoup donc n'ont pas ce mental d'acier. Donc, beaucoup sont faibles quand ils
commencent à manger quelques centaines de mille ou quelques millions, ils perdent la tête. Ou quand on leur propose d'autres intérêts, des types politiques, d'autres se lancent dans la politique et on continue d'utiliser quand même la maths, les ancêtres et tout ça, alors qu'il y a des calculs politiques derrière. Bon, de toutes les façons, est-ce qu'on doit se distancer radicalement de la politique? Nous disons non, mais nous disons restons prudents. Parce que la sphère politique actuelle, ici au Cameroun, au Congo, au Gabon, n'est pas favorable au Kamit. Tout simplement parce que dès que tu entres, tu seras phagocyté très rapidement. Donc il faut d'abord constituer le mouvement Kamit. Que les Kamit soient une force constituée. C'est sur la base de cette force constituée qu'on pourra donc avoir une voix dans le domaine de la politique. Un Kamit se lève, il commence à se mêler, il sera phagocyté là-bas. Parce que déjà on va le gaver de beaucoup d'argent. Et puis on va l'entraîner dans des couloirs très facilement. Et donc les gens qui ont un mental faible face à l'argent, et les gens aussi qui cultivent une logique égocentrique, que c'est moi le leader, tout le monde doit se ranger derrière moi. Ou c'est nous les leaders, tout le monde doit se ranger derrière nous. Je venais de dire que quand tu étais organisé les choses, je partais, je m'asseyais aussi, j'écoutais. S'il fallait lever le doigt, je lève le doigt, j'interviens. Hein? Je ne partais pas toujours là-bas comme le grand panéliste qu'on reçoit. Non, jamais, je partais m'asseoir derrière. Donc ça, c'est des exemples que les autres doivent suivre. Je ne sais pas, et ça n'impliquait pas forcément que Tété Manjombe, c'était lui mon gourou, non? Il a créé un groupe et il fallait qu'on lui donne la force pour que ce qu'il fait, que nous aussi, on montre qu'on fait tout ça ensemble. Quand moi aussi je fais des choses, il vient aussi, on fait ensemble. C'est ça qu'on appelle la constitution d'une solidarité solide, bien évidemment. Donc c'est ça qui manque à beaucoup. Ils sont dans des calculs financiers, ils sont dans des calculs politiques, ils sont dans des calculs de leadership. Que c'est moi qui dois, c'est ma voix qui doit porter. Quand je fais une vidéo, j'ai 1 million de vues. Donc maintenant, il y a une concurrence qui est arrivée, c'est que c'est ceux qui ont le plus de vues qui sont les vrais leaders. Voilà. Bon, maintenant je pose la question. Par rapport au nombre de vues et par rapport au contenu de l'enseignement, vous savez déjà que YouTube fait beaucoup de restrictions. C'est-à-dire, je prends seulement l'exemple de Kemet Télévision. Les premières émissions de Kemet Télévision qu'on faisait, oui. À peine on fait une émission, 3 jours, nous sommes à 20 000 vues. Donc, quand YouTube, les dirigeants de ce monde ont commencé à suivre notre agenda, ils se sont rendus compte de là où on partait. Ils ont commencé à faire des restrictions, à émettre des restrictions pour que nous ayons de moins en moins de vues. Parce que ce que nous disons ne doit pas avoir une portée et une portée. Donc, vous allez constater que les personnes qui vont beaucoup plus en profondeur et qui sont contre le système sont sanctionnées. D'ailleurs, on va même jusqu'à supprimer certaines chaînes en ligne. On dit que non, contenu désagréable, des choses comme ça. Mais ceux qui sont dans la mouvance et la tendance, qui disent, oui, bon, tout est bon, ou alors qui font semblant de critiquer un peu, mais qui restent au niveau superficiel, boum, on les met en haut. Donc, c'est pas parce que tel a tel nombre de vues, ou parce que tel parle trop, que forcément, c'est quelqu'un qui est au sommet ou quoi que ce soit. Je pense que le plus important même d'ailleurs, ce n'est pas de chercher le plus grand leader. Le plus important, c'est de prendre compte, de tenir compte des contenus et de la rigueur véhiculée dans ces contenus pour pouvoir construire quelque chose de plus puissant. Il n'est pas question d'un conflit ou un combat de leadership, il est question d'un appel à l'unité. Je crois que ça c'est supérieur aux égos. Donc cet appel à l'unité que je lance aujourd'hui, je vais continuer sur cette voie pour dire que nos divisions reposent, en revenant sur mes mots, reposent sur des calculs financiers, reposent sur des calculs politiques, les ambitions. Parfois d'autres veulent même aller vivre en Europe, d'autres veulent, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais on dit s'il faut rebâtir l'Afrique, toutes les consciences devraient être concentrées sur la terre africaine. Parce que s'il faut créer des écoles, bon, vous pouvez envoyer de l'argent, mais de temps en temps, vous devez aussi venir sur le terrain pour voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a des calculs financiers, politiques, il y a les problèmes d'ego. Donc, le combat de leadership, c'est tout le monde qui veut montrer que c'est moi. Et troisièmement, il y a un problème de jalousie. C'est-à-dire que quelqu'un sait, quand il t'écoute, il sait qu'il n'a pas ton niveau. Et le fait que lui-même il sente qu'il n'a pas ton niveau, le fait de se rapprocher
de toi pour collaborer avec toi. Il reste orgueilleux qu'il fasse ces choses là-bas. Il veut trop montrer qu'il connaît des choses comme ça. Donc, ils sont nombreux comme ça là. Quand vous vous rencontrez dans des cérémonies, ah, frère Tony, c'est comment, oui, ça, oui, ah, vraiment, au tep. Mais derrière, si tu tournes le dos, il prend le poignard, il te met derrière le dos. Donc, il y a ce problème de jalousie qu'il faut aussi soulever dans le mouvement Kamit. Moi, je ne sais pas en quoi je serais jaloux d'un frère comme Tete Manjombe. Je le prends toujours en exemple. J'ai collaboré avec lui pendant longtemps. Je ne vois pas comment je serais jaloux d'un frère comme Mobali Makassi. Je collabore avec Mobali, ça fait 3 ans. Je ne vois pas comment je serais jaloux de la petite sœur dont je venais de parler, celle qui forme les enfants. Puisque j'ai collaboré avec elle à plusieurs reprises. Bon, de toutes les manières, je l'ai même invité aussi à plusieurs reprises de venir faire présenter ces trucs qu'elle fait à Kemet Télévision. Hein? Pour lui dire qu'il y a déjà une télé pour nous, la télé de Kamit. Viens montrer ce que tu fais. D'ailleurs, on a invité la sœur Ngeng et Yango qui est venue présenter ses savons. C'est ça qu'on appelle le travail de solidarité. Mais, comme les gens sont recroquevillés dans le culte de l'ego et des petits trucs de jalousie, que non, pourquoi il veut montrer que c'est lui qui me met en haut. Non, j'ai commencé on n'est pas là pour dire que tel me met en haut. Donc, quand le frère Tété me prend, d'ailleurs, c'est pas... Mobali avait demandé à ce que j'intervienne dans sa chaîne via l'intervention d'un frère basé en Allemagne. Je ne sais pas comment on l'appelle encore là. Le frère là et moi, ça fait presque 2 ans on n'a plus communiqué. Mais c'est lui, quand Mobali voulait inviter quelqu'un qui dit qu'il est panafricaniste, mais qui mélange les histoires de la Rose-Croix avec ce qu'il appelle pensée africaine. Les gens ont combattu ce mec. On a dit qu'il y a quelqu'un qui intervient à Vision 4 dans le cadre de l'émission Au cœur du milieu, qui est un Kamit authentique. Donc si tu veux inviter quelqu'un au Cameroun, en dehors de Tete Manjombe, il y a le frère Tot. Donc, le frère d'Allemagne là a interpellé Mobali et d'autres frères qui me suivaient à Vision 4. C'est comme ça que Tete Manjombe m'appelle un jour pour me dire qu'il y a un frère en France qui veut que tu interviennes dans sa chaîne et tout ça. C'est comme ça que... Est-ce que ça veut dire que Mobali m'a mis en haut? Et même s'il m'a mis en haut, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Qu'est-ce qui est mauvais? Bon, déjà, j'intervenais déjà dans d'autres chaînes, bien des années avant. Et moi, je pense que la collaboration, non seulement a fait que Mobali me mette en haut, et que moi-même, je mette aussi Mobali en haut, parce que tout les contenus que j'ai déversés dans sa chaîne, c'est des contenus rarement comparables. Je ne me jette pas les fleurs. Quand je fais un live, les gens sentent que ce gars, il est en béton. Ça se lit en commentaire. Voilà. Donc, il y a ce donner et ce recevoir qui fait en sorte que tu me donnes, je te donne, on se donne. Et puis, on se serre les coudes et on produit quelque chose de plus puissant. C'est ça qui dépasse les gens. Donc, les gars sont dans un culte de l'ego, des petites jalousies, les médisances à gauche. Des gens, même, il y a même des gens à qui j'ai fait des faveurs. À plusieurs reprises. Ces mêmes gens se sont retrouvés en train de médire de moi. D'autres même que j'ai formés se sont retournés contre moi. Tout simplement parce que l'extrême humilité fait en sorte que les gens entrent dans la confusion et commencent à croire que comme tu es trop simple et trop humble là, comme tu aimes trop les gens, il faut qu'on commence à te chiffonner à un certain niveau. Donc, ça, à un certain moment, a failli me donner un coup d'arrêt pour dire, bon, moi, je n'aide plus les gens. Mais quand je sais que autant tu fais du bien, autant le bien vient vers toi. C'est d'abord une loi de la spiritualité. Donc, je ne fais pas forcément le bien à quelqu'un pour que la personne là me soit reconnaissante. J'ai fait le bien, donc que la personne aille, qu'elle me remercie, qu'elle soit reconnaissante ou pas. J'ai fait ce qui était à mon devoir. J'ai fait du bien et je m'arrête. Donc, ainsi, cette logique de culte et d'individualité, d'ego, de lutte de leadership et cette logique de jalousie, on devrait véritablement être combattu dans le mouvement Kamit. On ne peut pas dire qu'on est pratiquant de la maths, mais on est incapable de transcender la jalousie. On ne peut pas dire qu'on suit la maths, mais on est incapable de transcender l'ego. Hein? On est incapable d'être simple. Hein? Donc, c'est vrai qu'on doit collaborer, mais en restant méfiant, parce qu'on ne sait jamais, c'est vrai. Mais il faut rester vigilant, mais ça n'empêche pas que nous qui militons pour une même cause, nous puissions travailler ensemble pour constituer quelque chose de plus puissant. Donc voilà, les causes des divisions. Et il y a aussi des malentendus. Le dernier élément, c'est les malentendus. En fait, il y a toujours des petits diables derrière. Que quand tu finis de causer avec lui ici,
comme la personne ne t'aime pas et qu'elle constate que peut-être il y a une petite collaboration entre toi et elle, la personne quitte par raconter des choses horribles sur toi. Ça dit que toi t'as dit que ceci, toi. Oh, les gens savent. Pour ceux qui sont un peu intelligents, ils savent que quand je me dis quelque chose à quelqu'un, je ne passe pas par les gens. Je fais un live et je parle. Je dis que toi, tel, tu dis quoi? Viens, on cause, assieds-toi, on cause. Donc, je ne pars pas derrière les gens pour faire des jargonneries, je ne sais pas comment qualifier ça. J'ai toujours, en vrai, été direct. Et même mon frère que je vais représenter m'a toujours connu comme ça. Et je crois que toi-même, depuis notre collaboration, même la sœur Segmet, tous les frères, les Wendomabou, les Nyamsi, les Tete Manjom et les Mobali, tous ces gars savent que je suis toujours quelqu'un que quand il faut attaquer, je suis un guerrier, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc même si c'est une fille ou un homme, quand j'ai quelque chose à te dire, je te le dis en face. Je n'ai pas besoin de passer derrière les gens. C'est les lâches, les faiblards et les lâches qui font ce genre de coups bas. Donc voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne les causes et les divisions. Et le dernier élément aussi, c'est le niveau de connaissance. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas suffisamment cultivés. Et le fait que certaines interventions débordent l'entendement des autres, ça crée des barrières. C'est-à-dire, et ça aussi, ça rejoint le problème de manque d'humilité. Mais si tu te rends compte que l'autre est plus chargé que toi, rapproche-toi de lui. C'est simple. Travaillez ensemble. Donc, c'est pourquoi rester dans ton coin que moi, je veux faire mes activités là-bas. Oui, tu peux continuer de mener tes activités, mais collaborer de temps en temps. Quand on organise des trucs comme les conférences que j'ai organisées, quand on dit que rencontrons-nous tel jour pour parler de tel projet ensemble, chacun apporte de sa part. On n'a pas dit que tel sera président, l'autre sera vice-président. Moi, je ne suis pas trop dans cette logique-là. Je suis dans la logique où vous pouvez avoir vos activités, mais on se met ensemble, on s'assoit comme à la palabre africaine. Chacun émet des idées. S'il y a des moyens à mettre en place, on met. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas que c'est lui le leader, que celui. Et puis même, celui qui parle parler devant, ce n'est pas toujours celui qui est plus intelligent. C'est celui qui a une bonne expression. Les grands penseurs même restent en arrière. Tu crois que si quelque chose de grand naît aujourd'hui, ce sera forcément moi qui vais aller parler devant. On va envoyer les jeunes vaillants, plein d'énergie et qui parlent bien pour aller parler nos porte-paroles. Madame, frère Soubi. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne. Donc il faut œuvrer davantage aussi pour aider les frères kamites, chacun dans ses activités. Si on peut leur envoyer certaines bibliographies, certains ouvrages, si on peut leur faire. Et il faut que la communication soit fluide. De temps en temps, frère, comment vas-tu au TEP, ça va? Je suis même en train de faire quelque chose que tu penses, voilà. Je te dis, frère, voilà 100 000. Ajoute à ce que tu as là-bas, tu réalises ce que tu as réalisé. Le jour que c'est mon tour, tu dis, bon, frère, voilà 50 000 ou voilà 200 000. N'est-ce pas? Quand ça commence déjà comme ça, n'est-ce pas, ça va en grandissant. Ça veut dire que quand tu as une activité, quand tu as une réalisation, chacun t'appuie. Quand les autres en ont, tu appuies les autres. Et ça fait que l'union fait la force. Cette entraide, cette assistance mutuelle et cette solidarité, c'est ça qui va commencer à créer, à être comme le ciment et le tapis pour édifier, c'est-à-dire, on appelle ça les fondements. La fondation pour pouvoir édifier quelque chose de puissant. Donc voilà les causes des divisions. Voilà qui est dit, la médisance, la calomnie, le leadership et bien d'autres des calculs financiers, politiques, c'est ce qui cause le véritable problème chez les kamites et également la division. Donc tout ça est à bannir et revoir. Faisons ce qu'on appelle la synergie, associons-nous pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente, collaborons, parce que c'est ça véritablement le terme, et communiquons pour que l'objectif ou bien les objectifs assignés, comme Frère Todola si bien dit, puissent être véritablement atteints. Il y a également un problème, parce qu'on sait que quand on sort de tout ce qu'on a eu à dire, il y a quand même des solutions, ou bien vous prévoyez quelques conseils à nos frères kamites, surtout ceux qui veulent rester dans leur coin, ou bien ceux qui veulent se découvrir au moins, parce qu'ils savent déjà qu'il y a tellement de problèmes. Parce qu'il y a d'autres âmes qui sont là, qui sont en train de errer, qui disent « je cherche un courant ou bien un mouvement qui va me faire connaître la vraie histoire, même la spiritualité africaine. C'est quoi
Donc, si vous pouvez apporter des solutions, pourquoi pas des conseils pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent. Les solutions sont très simples. Premièrement, apprenons à combattre nos égos. Apprenons à combattre nos égos. J'ai pris plusieurs exemples sur moi-même où j'ai collaboré avec les frères Kamit et les sœurs Kamit. J'ai pris plusieurs exemples. Si chaque Kamit commence à faire ça, je pense qu'en un an, on se fera entendre pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, partout dans le monde. Puisque nous sommes sur YouTube. Voilà. Donc, cette collaboration peut même commencer comment? Si par exemple, je fais une vidéo comme celle-ci, ou je fais une émission à Kemet TV, un frère qui a sa chaîne, il coupe une partie même de 2 ou 1 minute. Quand il introduit son émission là-bas, il fait un commentaire. Voilà. Par exemple, la même chose que Kemet TV pourra, si les gens autorisent ça, moi j'autorise que les gens découpent mes vidéos. Voilà. Pour, à l'introduction de leur truc, faire un commentaire ou une appréciation. De l'autre côté aussi, les frères qui ont des chaînes, qui font des émissions, s'ils autorisent, s'ils nous disent que nous aussi on vous autorise à le faire, même à Kemet TV, même dans ma propre chaîne, je vais commencer à le faire. Moi, j'ai donc commencé à autoriser parce que d'ailleurs, beaucoup de personnes avaient déjà commencé à faire ça. Voilà. J'ai retrouvé mes débats dans des plateformes telles que Farah Ekolo. J'ai retrouvé mes débats sur plusieurs plateformes. Il y a des gens sur TikTok qui découpent mes vidéos, qui publient, qui ont des plateformes et tout ça. Moi, je ne me suis jamais plaint qu'elles n'utilisaient pas mes vidéos. Moi, au contraire, si le message est diffusé largement, ça ne me pose aucun problème. Si maintenant les autres nous donnent aussi le feu vert que quand nous faisons des émissions, vous pouvez aussi couper un extrait et faire un commentaire ou une appréciation. Ça commence par là. Voilà. Donc, il faut faire taire les égos. Il faut cultiver la logique de solidarité, d'assistance mutuelle. Quand un frère Kamit a un événement et qu'il annonce ça publiquement, il n'a pas besoin de t'appeler. Parce que s'il faut appeler les gens, je vais appeler des dizaines de milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes dans le monde. Une fois que c'est annoncé, tu te sens concerné parce que c'est un frère de combat ou une sœur de combat qui est en train de faire le truc. Mettez-vous en activité, activez-vous. Imaginez-vous, on organise par exemple une conférence comme celle que j'ai organisée. On arrive, la salle est pleine à claquer, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'espace. Parce que la salle du Palais des Sports, là, c'est plus de 200 places. Mais il y avait des places vides, beaucoup de places vides. On avait environ une centaine de personnes. C'est vrai que c'était un premier événement. Peut-être, pas peut-être, forcément à la deuxième conférence, la communication va s'amplifier. On a un grand éventail de temps. La dernière fois, c'était en 1 mois et demi que j'ai organisé ça. Donc, je n'ai pas eu suffisamment du temps pour communiquer sur ça. Cette fois-ci, on aura suffisamment du temps. Donc, activons-nous les uns les autres. Donc, au-delà de ça, quand quelqu'un a un blocage quelque part, ça ne te réduit pas de te rapprocher de ta soeur de combat ou de ton frère de combat pour lui dire que la fesse, je ne comprends pas ça. Tu le vois en offre. Tu lui dis combien de personnes se rapprochent de moi. J'ai déjà cité une personne dans les émissions ou à la télé que telle personne est venue me voir parce qu'elle voulait apprendre ceci. Jamais. Donc, je ne sais pas ce qui empêche les gens de... bon, il y a certains qui m'ont sollicité. Je crois un petit frère qui m'a sollicité une fois. Il avait voulu collaborer avec moi et il avait demandé que je lui produise quelque chose. J'ai commencé à produire. Bon, quand je lui ai donné les premiers motifs, il me dit que bon, ce que je dis là, en fait, ça concernait l'histoire de l'Afrique. Il m'a dit qu'il connaît déjà ça. Bon, après, bon, il n'a plus fait cas de ça. Et puis, bon, mais on a gardé la convivialité. Je n'ai pas refusé de lui produire le travail. C'est lui-même qui a estimé que sur l'histoire, ce que je dis, il connaît déjà. Bon, je me suis dit que peut-être il pouvait me solliciter sur autre chose. Peut-être sur la spiritualité ou sur les médounétaires ou sur ceci, cela. Bon, je pense que pour la personne, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas dans le sens de ses besoins. Donc, mais il y a d'autres qui sont venus me contacter pour l'étude des hiéroglyphes, pour le décryptage des textes, pour la documentation, pour même connaître l'histoire de l'Afrique, l'origine du christianisme, les enseignements différents, par exemple dans le domaine de la philosophie, dans l'ontophénoménologie, dans plusieurs domaines où je suis compétent. Nous avons travaillé, je les ai assistés comme je pouvais. Et d'ailleurs, il y a une sœur qui m'a sollicité aussi pour l'aider
pour l'assister dans la rédaction de son ouvrage. On collabore depuis des mois et la collaboration est très bonne. Donc, voilà les exemples que les uns et les autres, les unes et les autres devraient suivre. C'est-à-dire, pensons plus gros, pensons plus haut et pensons plus loin, au-delà de nos intérêts personnels, au-delà de nos intérêts individuels. Nous militons pour l'avenir, pour les générations futures. Et nous devons travailler à ce que les gens qui nous écoutent sachent que nous sommes des personnes qui pensent vraiment, des personnes qui ont une certaine vertu, une certaine élévation spirituelle et une certaine élévation mentale. Au lieu de demeurer dans les bassesses nombrilistes, égocentriques, bâties sur le culte de la personnalité et la jalousie, des choses comme ça, des petits coups bas, ou alors l'intérêt matériel, ou alors des visées politiques et économiques, je pense que tout mouvement qui a commencé à être bâti sur le roc, autour d'un enracinement profond et autour d'une vision du monde, avec une certaine discipline, une certaine solidarité et un certain ordre et une méthodologie dans le travail, ces mouvements ont toujours réussi dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle tous les kamites devraient comprendre que le kamitisme ou le mouvement kamite n'est pas des histoires que tu t'enfermes dans ta chambre, tu dis que les ancêtres. Mais qu'est-ce que tu fais pour participer à l'édification de quelque chose de solide pour la Renaissance africaine? Est-ce qu'il suffit de dire dans ta chambre que tes ancêtres t'ont aidé, que aller adorer les crânes ou aller adorer les coques de tortue, que ça veut dire que désormais, maintenant l'Afrique est renée? L'Afrique ne va pas renaître seulement sur la base des discours. L'Afrique va renaître d'abord sur la base du rassemblement de tous ceux qui comprennent les enjeux et de tous ceux qui se mettent main dans la main pour constituer quelque chose de solide et avancer ensemble. Et donc, cet appel que je lance, je tends la main aux sœurs et aux frères de combat à commencer à collaborer véritablement. Moi, je suis ouvert à la collaboration, même vis-à-vis de ceux à qui apparemment j'ai opposé des clashs, mais je ne leur ai pas opposé des clashs parce que ce sont mes ennemis. Non, mais c'était des mises au point. Bon, maintenant, moi, je reste ouvert à la collaboration. Si quelqu'un me contacte, il est frère, elle est une sœur, nous allons travailler ensemble. Je ne fixe pas de barrières autour de moi. Je suis ouvert à tous ceux et à toutes celles qui veulent collaborer avec moi. Donc, chères sœurs de combat, chers frères de combat, voici le temps venu pour nous de commencer à œuvrer massivement pour que tout le combat que chacun de vous mène, là où vous êtes, que ce combat commence à porter des fruits. Pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan de l'impact dans la société. Qu'on sache que nous sommes un groupe constitué. Parce que beaucoup nous critiquent. Ils nous disent que vous, les kamites, vous n'êtes pas organisés. Et ces gens ont raison. Et donc, c'est une interpellation, chers sœurs et frères. Vraiment, de tout cœur, œuvrons ensemble pour que notre combat puisse porter des fruits et ait un véritable impact sur le plan social, sur le plan de la transformation de nos sociétés et sur le plan des politiques africaines futures. Et que cela soit aussi marqué dans l'histoire qu'il y a au moins des gens qui se sont mis ensemble pour soulever l'Afrique, pour que l'Afrique se retrouve aujourd'hui là où elle est. Je parle de l'Afrique de 2100, 2150, 2200. On dira au moins qu'il y a à une époque des gens qui s'étaient mis ensemble pour que les choses changent. Et les choses ne peuvent changer que lorsque nous constituons un bloc solide et dynamique. Constitué aussi de personnes de bonne volonté, dotées de science et de sagesse et de détermination pour que le combat puisse porter ses fruits. Hotep. Hotep, alors c'est ici que prend fin cette toute autre production sur Teouti Sekem, votre chaîne YouTube. Il faut le dire que le thème d'aujourd'hui portait sur les kamites, pourquoi est-ce qu'ils sont divisés. On a fait le tour, c'est-à-dire qui sont déjà les kamites. Il faut rappeler que ce sont les premiers bâtisseurs de la civilisation africaine. Quand on parle de l'Afrique,
l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique, quand on dit Égypte, c'est pas seulement l'Égypte qu'on a présentement, c'est toute l'Afrique. Et ce peuple, ils ont eu une histoire, ils ont avancé, et cette histoire a été falsifiée et gommée par l'Occident. C'est la raison pour laquelle bon nombre se sont levés, parce qu'on ne peut pas jouer avec la spiritualité de tout un peuple comme les Kamites, les anciens Égyptiens, pour dire aujourd'hui, pour se l'approprier et dire que ce sont eux les bâtisseurs de toutes les civilisations du monde. C'est la raison pour laquelle notre aîné Cheikh Anta Diop et bien d'autres ont suivi, et jusqu'aujourd'hui avec frère Todd, on dit non, et pour dire non, on revient à les objectifs qui ont été assignés dès le départ, c'est-à-dire avoir une même vision du monde, de la pensée africaine, et revenir faire le retour aux sources à travers les langues, la culture et tout ce qui va avec. Donc, chers Kamites, évitons ce qu'on appelle l'ego, parce que c'est ça qui cause tous les problèmes. Évitons bien sûr la jalousie, les mensonges, la calomnie et bien d'autres, et surtout le calcul financier, parce que c'est ce qui nous déroute, c'est ce qui nous entraîne tous vers ce que nous appelons la pensée de Seth, la vision de Seth. Orientons toutes nos pensées et nos énergies, surtout spirituelles, vers Imanara, vers Osiris, pour que nous puissions former une Afrique digne, qu'on revienne que d'ici, pourquoi pas 10 ans, 5 ans, ou j'ai dit n'importe quoi, qu'on parle de tout un groupe de Kamites qui sont revenus et qui ont fait retour aux sources, et que cela perdure de siècle en siècle. Un dernier mot, Fatou? Je pense que tout a été dit, et tout ce que je peux dire, c'est que la force, l'intelligence d'Imanara anime, vivifie, purifie et instruise tous les esprits qui nous ont et qui vont nous écouter, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans un mois, que ce soit dans un an, que cette force les vivifie et que cette force les conduise sur la voie du combat, et que ces personnes, nos sœurs et nos frères, aillent de réussite en réussite. Je souhaite la réussite à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat. Beaucoup de bonheur à vous. Au TEP, à la prochaine. À la prochaine.